réguler sa respiration, c'est du coup réguler son mental, c'est réguler aussi ses fonctions physiologiques. C'est comme aller prendre la douche pour le mental. Ça me fait vraiment la déconnexion et c'est comme si je me libérais de toute la charge mentale, de toutes les préoccupations. Pourquoi on n'a pas un cours de respiration quand on est en primaire, tu vois, genre, personne ne nous explique que la façon dont je respire influence l'activité qu'il y a dans ma tête, dans mon cerveau. Le cœur doit pouvoir monter dans les tours, mais aussi redescendre. Et il faut apprendre à calmer, à calmer le cœur, à calmer le corps. Et du coup, ça va calmer le mental. Camille Allen, docteur en neurosciences, formée aux thérapies comportementales et cognitives et à la yoga-thérapie. Elle partage son temps entre la recherche clinique et son entreprise de vulgarisation des neurosciences au service de la santé mentale. La sédentarité est très 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 récente dans l'histoire de l'humanité. Et on est câblé, notre système nerveux, notre biologie sont faits pour le mouvement intense, endurant, etc. Et là, d'un coup, depuis quelques années, on est sédentaire et là, ça pose des problèmes physiques et mentaux. Il vaut mieux se faire des tout petits objectifs qu'on remplit plutôt que se dire « Ah, j'ai pas fait les 3 fois 5 minutes qui m'étaient recommandées, du coup, je fais rien du tout. » Entre 5 et 10 minutes, déjà, on arrive presque au max de ce qu'on a pu activer en termes de système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Après tes 10 minutes, dans l'heure qui suit, tu seras pas le même qu'avant de démarrer. Qu'est-ce qui nous aide à faire le pont entre je le comprends rationnellement et je l'implémente vraiment dans mon quotidien, parce que je suis sûr il y a plein de gens qui vont nous écouter et dire « Ah ouais, ils ont trop raison » et 4 semaines plus tard, il n'y a rien. Malheureusement, Camille, tu as plein de compétences et tu as évolué dans plein d'univers différents, de l'hôpital à l'entrepreneuriat, au stage de yoga, etc. Pour les gens qui viennent de cliquer sur cet épisode et qui s'attendent peut-être à un podcast business, pourquoi c'est important que ces gens-là écoutent notre conversation, à ton sens ? Parce que je pense qu'on va parler de choses qui vont leur parler, peut-être plus viscéralement et intimement. Donc ça serait un podcast plutôt sur l'hygiène de vie, l'hygiène mentale, plus que sur des compétences techniques. Parce que quelque chose que je trouve fascinant, et on en parlait en off juste avant, c'est que t'es à la fois dans la posture de recherche, comprendre le cerveau, comprendre le lien entre le mouvement et le bien-être, toutes ces choses-là, et en même temps dans l'expérience de vivre la difficulté que c'est parfois d'incarner le savoir que tu as de manière rationnelle dans nos comportements, parce que tu as cette posture d'entrepreneuse aussi. Exactement. Comme on dit, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Donc j'ai une connaissance théorique et parfois je galère à mettre en pratique la théorie que j'enseigne. Mais aussi j'ai un passé où j'ai fait un gros burn-out et puis ce qui m'a aidé à en sortir, ce sont mes connaissances théoriques et puis les moments où j'ai vraiment appliqué les consignes, les recos, l'hygiène de vie, et ça m'a aidé à en sortir énormément. Donc c'est vrai que j'ai cette connaissance viscérale de ce que peut être le travail, le surmenage et la connaissance théorique de oui mais c'est pas une fatalité et il y a des choses à faire. Et la science montre que si on les fait, on se sent beaucoup mieux. Et voilà. Après, il y a eu cette période où j'ai réussi à appliquer les connaissances scientifiques pour moi-même. Mais ça veut pas dire que... après, c'est un entretien. Et c'est ça aussi, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est comment tenir dans la durée les bonnes choses à faire pour pas refaire un deuxième burn-out, par exemple. Si tu devais résumer, j'étais curieux de ça parce que, encore une fois, je l'ai mentionné un tout petit peu avant, mais t'as une casquette psychologie avec les TCC. Exact. T'as une casquette chercheuse en neuroscientifique. T'as une casquette yoga-thérapie. Si tu devais résumer la direction globale ou la mission globale que tu te fixes avec ton travail, avec toutes ces casquettes, c'est quoi la... Neurosciences appliquées à la santé mentale et santé physique. C'est vraiment ça le point commun à tout. À chaque fois, il y a les fondamentaux biologiques, neurobiologiques, au service de la santé physique et mentale dans tout ce que je fais. Ok. Parce que la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un stage de yoga. Et tu étais venu pour parler justement de ces différentes choses, notamment ce qui se passe dans la tête en lien avec le travail dans le yoga. Et tu nous as fait faire un exercice
que je n'avais pas compris avant de le faire, mais tu nous as expliqué plein de choses autour de la respiration. Est-ce que tu peux peut-être raconter aux gens qui nous écoutent c'était quoi cet exercice, pourquoi il est important et qu'est-ce que ça fout dans un stage de yoga? J'avoue que je me souviens pas de l'exercice que je vous avais fait. T'avais ramené ta machine, tu sais, pour mesurer... oui, la cohérence cardiaque. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai un logiciel et un petit capteur pour mesurer la fréquence cardiaque et surtout sa variabilité parce que c'est très facile à mesurer et à chaque fois qu'on respire, ça active une partie du système nerveux, qui est le système nerveux autonome, le sympathique et le parasympathique, qui va accélérer le cœur à chaque inspire, le décélérer à chaque expire, à condition qu'elle soit lente et profonde, sinon ça, on voit pas trop l'effet, ça n'a pas le temps de faire effet. Si on a une respiration courante comme on a là, toi et moi, on le verrait pas trop. Donc il faut allonger, amplifier cette respiration pour le voir. Mais sachant que ce que ça fait au niveau du cœur, c'est chouette et tant mieux, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, mais c'est pas uniquement au niveau du cœur, parce que notre système nerveux autonome, il innerve tous nos organes. Et donc, ça a un effet à chaque fois qu'on respire, on active ce système nerveux qui innerve tous nos autres systèmes physiologiques. Donc, c'est très bon pour la santé physique. Mais aussi, ça envoie des signaux plus hauts au mental, et notamment à la partie plus système limbique qui gère les émotions. Et ça a un effet anxiolytique, déstressant. Donc, la cohérence cardiaque, elle peut être prescrite dans le cas de petites affections cardiovasculaires pour améliorer la condition cardiaque, mais elle peut aussi, et elle est beaucoup prescrite en psychologie, pour améliorer l'humeur et diminuer le stress. Et en effet, ça, c'est parce qu'il y a le système nerveux la partie du système nerveux qui nous fait respirer, qui commande le geste respiratoire, qui innerve le diaphragme, ce muscle de la respiration, communique avec la partie du système nerveux dont je parlais, le système nerveux autonome qui innerve tous nos organes. Et voilà, donc on peut utiliser, finalement, cette partie qui est autonome, normalement, on n'a pas la main dessus. Si, en fait, on a un peu la main dessus via la respiration. On met en communication ces deux systèmes, mais à condition, encore une fois, de respirer lentement et profondément. Et donc, c'est une super porte d'entrée pour améliorer sa santé physique et mentale. Je trouve ça fou parce que tu vois, quand on a fait cet exercice-là, et ça m'a plongé par la suite dans justement me fasciner de plus en plus pour tous ces sujets, je me dis, pourquoi on n'a pas un cours de respiration quand on est en primaire, tu vois, genre, personne ne nous explique que la façon dont je respire influence l'activité qu'il y a dans ma tête, dans mon cerveau, l'intensité potentielle des pensées qui peuvent prendre le dessus. Exactement, c'est dommage, mais je pense que ça commence à être enseigné à l'école. Alors, ça reste peut-être anecdotique et négligeable, mais je crois que ça commence. Et c'est vrai qu'en plus, les enfants sont friands de savoir ça. Et bizarrement, on se dit, oh, ils s'en foutent. Non, pas du tout. Ils adorent comprendre leur cerveau ou même ce que ça fait sur la biologie, sur leur santé, les bienfaits pour leur santé. Ils sont sensibles à ça, les enfants. Donc, ça serait bien qu'on nous éduque dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui entend ça pour la première fois? Parce que, tu vois, moi, quand je l'entends, j'ai plein de connaissances accumulées qui se connectent pour me faire savoir à quel point, oui, ça fait sens. Genre, imaginons, je vis un truc inconfortable dans ma boîte, une mauvaise nouvelle. Reconcentrer sur comment je respire, ça peut m'aider à mieux surfer sur cette vague de la mauvaise nouvelle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'entend pour la première fois, qui va respirer, changer. Oui, on a du mal à le croire. Ouais. Et puis surtout, c'est vrai que quand même, remettons à sa juste place par rapport à l'exemple que tu donnes, c'est pas non plus une baguette magique qui va résoudre le problème que tu as avec. Mais moi d'ailleurs, c'est mon travail quand j'accompagne les gens, parce que je donne des consultations pour une compagnie d'assurance qui s'appelle Alan. Et donc, je vois beaucoup de salariés d'entreprise qui sont stressés, qui sont en panique et qui sont pas bien à cause de leur situation au travail ou même personnelle. J'aborde toujours les choses par deux angles. D'abord, l'angle plus intellectuel et résolution de problèmes et comment on peut améliorer concrètement la situation. Et ensuite, la partie plus viscérale, comment gérer, une fois qu'on a essayé de résoudre le problème de la meilleure manière possible, qu'on a essayé de communiquer, qu'on a fait une résolution de problème, c'est une vraie méthode qu'on peut déployer. Les solutions, elles sont rarement complètement idéales, parfaites, etc. Et c'est souvent des compromis entre un avantage et un inconvénient, ou plusieurs inconvénients et quelques avantages à la solution choisie. Donc après, c'est comment gérer cette frustration face aux situations qui sont pas idéales, face à l'incertitude qui reste, face à tout ça. Là,
alors là, la partie hygiène physique passée par le corps, ça aide énormément. D'abord observer la frustration, ce que ça fait dans mon corps, comment ça modifie ma respiration quand je suis en colère, frustrée ou n'importe quelle émotion. Et ensuite, rien que d'observer ça, de laisser la place à l'émotion quelque part, ça lui permet de moins s'exprimer fort, parce que c'est comme si on lui laissait toute notre attention. Ok, j'observe ce que ça fait dans mon corps, dans les muscles, encore une fois dans la respiration, des pieds à la tête, hein, vraiment on parcourt le corps. Eh bien, c'est comme si, voilà, elle avait notre émotion à toute notre attention, du coup, elle s'apaise. Elle s'apaise, et puis la respiration peut s'apaiser, et puis on peut commencer, du coup, à faire cette respiration qui va au-delà de juste nous apaiser, mais qui nous remet, qui nous rééquilibre à la fois le système nerveux. S'il était parti en sympathique, sympathos avec passion, parce qu'on a eu du stress, on était dans l'action, la passion, pas forcément passion positive, mais la passion, grosses émotions, quelle qu'elle soit. Et bien ensuite, avec une respiration lente et profonde, on remet le système en parasympathique, donc qui fait le contraire et qui apaise. Donc voilà, face à une situation délicate, première chose, qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Qu'est-ce que c'est qui est en mon pouvoir ? Comment je peux combler mes lacunes ? Comment je peux communiquer ? Et une fois que j'ai fait le mieux possible, maintenant je vais gérer les sentiments résiduels, la frustration éventuelle résiduelle, la peur résiduelle, avec observer, laisser poser ma respiration et laisser le système parasympathique reprendre le dessus, et qui est celui qui est anti-stress, calmant, et qui est beaucoup activé à chaque expiration. Donc quand on est stressé, plutôt expirer, on inspire autant qu'on expire, mais je veux dire mettre beaucoup d'attention et de soin à expirer le plus lentement et le plus profondément. Ouais. Et j'entends dans ce que tu partages, là il y a 2 outils, entre guillemets, l'outil de la respiration, donc ralentir le rythme, etc. Et il y a l'outil de l'attention aussi. Exactement. Et j'ai l'impression que ça va de pair. Ça va de pair, ouais. Exactement. Et on pourrait appeler ça de la méditation, hein, avec objet. L'objet, c'est soi-même. C'est ça la méditation, c'est observer ce qu'il y a dans l'instant. Et si dans l'instant, il y a une grosse émotion, lui accorder toute son attention, sa pleine conscience, sa pleine attention. On regarde l'émotion et on la laisse. Encore faut-il ne pas avoir peur de l'expression de son émotion, parce que sinon on va avoir des stratégies d'évitement, on va lutter, on va vouloir faire diversion. Mais et ça arrive, et c'est d'ailleurs chez les gens, et moi j'en ai fait partie de ces gens-là, j'ai été comme ça, peur de mes réactions émotionnelles, presque plus peur des réactions émotionnelles, des manifestations de mon corps, plus que de ce qu'il avait déclenché à la base. Et ça, c'est un peu dangereux, parce que ça peut faire des gens qui sont sensibles aux attaques de panique, parce qu'on peut monter... Et donc, demander à ces personnes d'observer les manifestations... ça peut être un exercice extrêmement compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en réalité, moi, j'ai tout un discours sur les attaques de panique pour ces personnes-là. Je sais pas si on peut le déployer ici maintenant, mais le discours, c'est: n'ayez pas peur des manifestations corporelles, physiques, viscérales de vos émotions, parce qu'en réalité, ça va pas vous tuer, vous allez pas perdre le contrôle. C'est ce dont on a peur quand on fait des attaques de panique. Et d'ailleurs, plus vous l'acceptez comme une expérience à vivre et vous l'observez avec une curiosité, moins ça va s'amplifier, donc moins on en aura peur. Mais même si ça s'amplifie, c'est pas grave du tout. Laissons l'émotion, laissons le cœur accélérer comme un fou, c'est pas grave. C'est comme si on était allé faire un petit jogging en mode sprint, quoi. C'est bien. Donc voilà. Ouais, je me souviens aussi un truc quand tu nous avais fait mesurer la cohérence cardiaque et la variabilité. Justement, tu nous avais expliqué que s'il y a peu de variabilité, ça peut avoir des conséquences. S'il y a trop de variabilité, il y a d'autres conséquences. Exactement. Et on peut être coincé en haut, on peut être coincé en bas. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est surtout le manque de variabilité qui est problématique. Qu'on soit coincé en haut, ça veut dire qu'en haut, donc c'est-à-dire dans les battements par minute élevés, donc en moyenne, si on est au repos autour de 100 battements par minute, faut s'inquiéter. C'est voilà, hyperventile et hyper, comme en stress en permanent. Et donc ça va pas beaucoup osciller. Et ça va rester là. Si on est trop bas, très bas, alors soit on est très bas parce que en moyenne, on est très bas en moyenne parce qu'on est un grand sportif et c'est ok, ou parce qu'on a un système cardiovasculaire ok. Mais
Mais si on fait une profonde inspire, faut que ça remonte. Si ça remonte pas quand on fait une profonde inspire, c'est qu'il y a potentiellement un problème. Mais oui, le cœur un cœur métronome, c'est un cœur en mauvaise santé. Le cœur doit pouvoir monter dans les tours, mais aussi redescendre. Et c'est ça le danger chez les gens qui souffrent de troubles anxieux généralisés ou de stress chronique ou qui sont des paniqueurs, ceux qui font des attaques de panique. Ils sont souvent trop vers le haut et ils n'arrivent pas à redescendre, ils n'arrivent pas à s'apaiser. Et il faut apprendre à calmer, à calmer le cœur, à calmer le corps. Et du coup, ça va calmer le mental. Et est-ce qu'il y a un truc particulier dans le yoga, du coup, parce qu'il y a une partie de ton activité, c'est la yoga thérapie, qui a cette influence plus que d'autres pratiques de mouvement, particulièrement parce qu'on a parlé de la conscience comme outil de la respiration, de la variabilité. Dans le yoga, il y a du yoga très intense et du yoga moins intense. Oui, mais dans toutes les formes de yoga, il y a quand même la respiration qui est là. On insiste toujours en yoga sur la respiration. On demande aux personnes de respirer par le nez en yoga, sauf dans certains exercices particuliers de respiration où il y a des respirations particulières avec la bouche. Mais sinon, on a une respiration nasale. Pourquoi ? Parce que respirer par le nez, déjà, c'est une première contrainte mécanique qui ralentit l'air. Si on respire par la bouche, en 2 secondes, on a inspiré. Et là, l'idée, c'est de ralentir. Donc, on respire par le nez. Et donc, quelle que soit la forme de yoga, il y a tout le temps l'accent mis sur la respiration, à quel moment on inspire, à quel moment on expire, la consigne de respirer lentement. Même quand c'est des yogas un peu plus dynamiques, on essaie de ralentir la respiration. Donc ça, c'est un des gros piliers du yoga, c'est la respiration, et ça a un énorme effet sur anxiolytique. Mais c'est vrai que le yoga, il y a aussi ces consignes attentionnelles de pas être en train de faire du yoga en écoutant un podcast. Si vous êtes en train de faire ça, c'est pas bien. En tout cas, on se prive de certains bénéfices. Oui, quoi. exactement. Oui, c'est pas un mal, mais c'est pas... C'est-à-dire que là, le yoga, on essaye justement, même si on est habitué, on fait toujours les mêmes mouvements. Donc, au départ, le yoga, quand on n'a pas l'habitude d'en faire, on a toute notre attention est dans notre pratique, et parce que c'est surprenant le yoga. La toute première fois qu'on fait du yoga, on fait des mouvements, des postures un peu particulières. Ouais, notre corps n'a pas l'habitude d'être dans ces Exactement. Donc généralement, l'attention est là et c'est facile. On n'a pas à se forcer, on est dans la découverte. Par contre, c'est quand on commence à rentrer dans une routine où là, le mental peut commencer à partir, on peut être tenté de faire autre chose, au moins mentalement, pendant que le corps, il fait ce qu'il a à faire. Mais là, c'est dommage parce que une des pratiques du yoga, ou en tout cas, peut-être même le but du yoga, c'est la méditation. Et la méditation, c'est d'arriver à avoir son attention dans le présent, même si dans le présent, il y a que des choses familières, routinières, qui normalement, par défaut, et d'ailleurs ça s'appelle le réseau du mode par défaut dans le cerveau, dès qu'on est dans la familiarité, la routine, on bascule dans un mode où donc il y a certaines aires cérébrales qui s'activent et qui correspondent à nos rêveries mentales, à nos pensées, à nos projections, à notre liste de courses ou à se remémorer un souvenir. Enfin bref, dans notre discours intérieur, dans notre rêverie éveillée. Et donc l'objectif du yoga, c'est de garder, mais c'est une performance pas dans le sens compétition, mais exploit, parce que arriver à garder le mental dans un état de présence, on y arrive quand on est concentré sur une tâche un peu difficile, mais là, c'est un peu plus facile parce qu'on a un objet où poser notre attention, quelque chose, la tâche qu'on est en train de faire. Mais dès qu'on est dans la familiarité, la routine, ou si on s'assoit dans l'immobilité, si on est chez nous, donc familier, tranquille, on fait rien, on s'assoit pour méditer, rester dans le présent et dans les peu de choses qui sont là, comme une antenne de réception qui reçoit les petits signaux un peu de l'environnement extérieur qui sont là, les quelques signaux de notre environnement intérieur, et rester là-dedans, sans tomber dans nos pensées, sans partir dans le futur ou dans le passé, c'est un exploit pour le mental. Mais c'est extrêmement à la fois ressourçant, et en même temps... C'est ressourçant, surtout quand nos pensées nous amènent dans des souvenirs douloureux ou dans une anticipation anxieuse du futur. Parce que, attention, j'ai peur, si je rajoute pas ça, qu'on pense qu'il faut jamais être dans le réseau du mode par défaut dans nos pensées. Oui. Pas du tout, c'est aussi très fonctionnel, ça a une utilité et ça permet plein de choses, une résilience émotionnelle aussi d'ailleurs. Donc de temps en temps, ruminer, c'est pas mal, mais c'est juste que c'est dès qu'on tombe dans l'excès et dès qu'on souffre d'un trouble ou dépressif ou anxieux ou un autre trouble mental ou qu'on a du stress chronique, on risque d'être excessivement dans ce réseau-là dès qu'on n'est pas concentré sur une tâche. Et ça peut nous épuiser.
Donc dès que c'est extrême ou très chargé en émotions ou extrême, ça nous épuise. Donc cet exercice de méditation qui est de se poser dans le présent et d'accueillir ce qui est là sans générer des pensées, sans analyser les stimuli qui nous parviennent, sans vraiment recevoir, sans analyser, sans réfléchir, sans penser. C'est pas évident du tout parce que c'est pas naturel, mais ça peut le devenir si on s'y entraîne. Et c'est surtout très ressourçant. Ouais. Et en plus, ça entraîne l'attention qui peut après nous servir quand on doit rester concentré. Donc les gens qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention, ils ont un énorme gain et ils ont tout à y gagner à pratiquer cette méditation. Ouais. Parce que ça va les aider aussi pour se concentrer sur et comme tu dis, dans la différence entre méditer de façon, entre guillemets, passive, assise, c'est tellement plus dur de conserver son attention sur la pratique. Exactement. Que quand on est en mouvement avec le yoga. Et là, c'est plus facile. À moins qu'on soit un yogi chevronné, qu'on a l'habitude et qu'on, par exemple, on fait de l'ashtanga qui recommande de faire tous les matins la même série. Au bout d'un moment, franchement, on fait la série en pensant à ce qu'on va faire après. Et ben, il faut essayer de cultiver cet état de présence à son corps, même quand on maîtrise. Voilà, plus ça devient familier, plus le cerveau va avoir tendance à partir dans ses pensées. Et l'idée, c'est de s'entraîner de temps en temps à non le laisser, même dans la familiarité, le laisser comme si ce qui était familier était toujours nouveau et qu'on le redécouvrait. Cette qualité attentionnelle là de présence, complètement pleine présence, hyper attention, sans hyper vigilance tendue, mais juste pleine présence, quoi. Si j'essaie de résumer, et tu me diras si j'y arrive bien, mais ce que j'entends, c'est que pour n'importe qui, mais notamment pour les gens qui nous écoutent, qui travaillent chez eux, qui ont des sujets de fascination avec leur entreprise, qui sont à fond, on a besoin d'avoir des pratiques dans nos vies et dans nos routines qui nous aident à réguler notre respiration, donc revenir dans des respirations plus lentes, plus profondes pour aller dans le système parasympathique, repos et ainsi de suite. Et aussi que ces routines-là ou d'autres qui captivent notre attention et qui nous font sortir du mode par défaut où je pense toujours à quelque chose et j'ai toujours ces pensées qui m'habitent, c'est ça Exactement. Comme tu dis, réguler sa respiration, c'est du coup réguler son mental, c'est réguler aussi ses fonctions physiologiques, cardiovasculaires et autres. Et puis cette hygiène mentale de méditation qui permet en effet de déconnecter d'ailleurs. Par exemple, moi je pratique la respiration toute seule, donc je pratique beaucoup moins le yoga qu'avant. J'ai pas le temps de faire 2 heures d'ashtanga tous les matins. Enfin, je me donne plus le temps, sinon ça m'enlève trop de sommeil. Mais je pratique autrement le corps. Et pour la partie respiration, je la pratique aussi toute seule, mais entre 5 et 10 minutes par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est énorme par rapport à 0, parce que y a déjà des effets incroyables pour la santé. Et je le fais le soir, pour justement quand j'ai fini de travailler, entre l'heure où j'ai fini de travailler et l'heure du coucher, quelque part par là. C'est comme une douche pour mon mental. C'est comme aller prendre la douche pour le mental. Ça me fait vraiment la déconnexion et c'est comme si je me libérais de toute la charge mentale, de toutes les préoccupations. Et d'ailleurs, pour vraiment accentuer cela, j'ai rajouté un petit, et je recommande aux gens que j'accompagne de le faire, pas juste respirer lentement, profondément dans cet état de présence, le faire, mais on va y arriver peut-être 2 minutes sur les 10. Pour continuer à me motiver à respirer, à rester assise et à respirer de manière qualitative et aller au bout de mes inspires, j'imagine justement j'active un concept sans partir dans des élaborations, mais juste j'active le concept de libération, liberté libre. Je me libère de toutes les préoccupations, de tout. Donc j'active une petite image mentale ou un concept, liberté. Je me libère. À chaque inspire, j'ai l'impression que ça me nettoie le cerveau. Enfin, tu vois, rajouter des petites astuces mentales de visualisation pour se motiver à aller au bout de ces inspires, parce que plus j'inspire, plus je me libère. Donc je suis motivée. Quand j'ai une grosse charge, je prends des profondes inspires comme avant un profond soupir. Et franchement, mais ça décharge, quoi. Et puis l'image mentale, j'ai l'impression aussi que ça peut être un outil pour focaliser l'attention. Exactement, parce ça aide quand même. Parce qu'on est sur
La ça lumière aide. blanche qui descend et qui nous traverse, ce genre de truc-là. Ça aide. Franchement, ça aide. Et ce que je peux faire aussi, je peux le rajouter le matin, la respiration, avec une qualité que j'aurais besoin d'incarner dans la journée. C'est une journée particulière. J'aurais besoin d'être, je sais pas, confiante. Le matin, je le fais avec, j'active le réseau de neurones dans mon cerveau qui code pour la confiance. J'ai déjà eu confiance en moi. Je sais ce que c'est d'avoir confiance en moi. Là, je l'ai un peu perdu parce que j'ai un gros truc qui m'attend, qui me stresse. Alors tous les prochains matins, je vais me mettre à inspirer et à penser à réactiver cette mémoire de ce que c'est qu'avoir confiance. Et ça se traduit dans le corps, il y a un redressement, tu vois, il y a une posture associée. Je vais me redresser, oui, du coup. Il y a une posture associée. Et voilà, quelle que soit la qualité qu'on a besoin d'incarner, la combiner, enfin juste y penser, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas élaborer et partir dans ah oui, mais parce que je me souviens la dernière fois j'ai perdu confiance. Non, c'est pas ça. Hein. C'est juste confiance. J'active le réseau de neurones qui code pour le mot ou le concept de conscience dans mon cerveau en même temps que je fais la respiration. T'as mentionné un truc qui, je pense, parle beaucoup aux gens qui ont déjà essayé une fois d'avoir des pratiques comme ça, ou alors qui n'ont jamais essayé mais qui ont peur de pas les tenir, par exemple. Qui est le passage de c'est déjà énorme de faire 5 minutes. C'est énorme. Est-ce qu'il y a des recherches que tu as pu faire ou que tu as vues ou que tu as lues ou découvertes dans l'environnement scientifique dans lequel tu évolues qui expliquent à quel point même juste un petit peu ça a déjà des effets? Enfin, il y a des corrélations entre le temps investi et les retours qu'on a. Oui, il y a des études qui le montrent. Et justement, c'est ça qui est assez gratifiant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire 20 minutes de cette respiration. Tous les jours. Entre 5 et 10 minutes, déjà, on arrive presque au max de ce qu'on a pu activer en termes de système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Et presque continuer 10 minutes de plus, ça apporte pas grand-chose de plus. Wow. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Et après, les prescriptions un peu médicales, c'est 3 fois par jour, 5 minutes par jour, mais je trouve que c'est beaucoup. Et alors que déjà, avec 5 minutes seulement par jour, c'est beaucoup. On a déjà un effet. Donc, il vaut mieux se faire des tout petits objectifs qu'on remplit plutôt que se dire « Ah, j'ai pas fait les 3 fois 5 minutes qui m'étaient recommandées, du coup, je fais rien du tout. » Bah ouais, parce que c'est souvent le risque. Une fois que je me mets en route, je tombe une fois du train et je vais plus jamais remonter dessus parce que c'était trop dur à tenir. Alors que j'ai l'impression que sur toutes ces pratiques comme la marche quotidienne, etc., exactement, juste les premières minutes ont beaucoup plus de bénéfices que celles qui viennent derrière. Totalement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire de trouver un bon équilibre pour rester en bonne santé physique et mentale, de pratiques comme ça, d'hygiène du corps et du mental. Comme je te disais, une période de ma vie, je faisais beaucoup de yoga, j'en faisais tous les matins, de l'ashtanga, 2 heures par jour, je me levais à 5 heures, enfin voilà. À un moment donné, j'ai perdu ça. Comme je t'ai dit, il a fallu que je fasse des choix et j'ai fait le choix d'arrêter de raccourcir mes nuits pour faire 2 heures de yoga. Enfin, c'était un peu extrême. Et donc aujourd'hui, pour gérer tout cet emploi du temps où il faut caler, même 5 minutes finalement, il faut les caler, mais on peut y arriver vraiment. Et justement, on reste dans les objectifs. Il faut pas faire donc l'objectif, une grosse séance de yoga, je le garde pour 1 fois par semaine, grand max. Voire même parfois c'est 2 fois par mois, mais c'est pas grave. Et à côté de ça, j'insère plein de petites pratiques. Par exemple, pour faire une pause entre 2 réunions ou entre 2 moments où j'étais concentrée devant l'ordi, je fais 10 minutes de mouvement, seulement 10 minutes de mouvement, mais c'est énorme. En allant me faire un thé, je rajoute du mouvement, qui est des petits mouvements de yoga, des étirements. Je veille aussi à ma posture pendant que je suis assise devant mon ordi. Là, par exemple, je repousse la chaise depuis que je suis là pour monter le dos et pour pas ployer vers l'avant et pour être à la bonne hauteur du micro. Ça aide, hein, c'est un tout petit truc, mais... J'avoue, c'est intéressant. Ouais, ça aide énormément. S'il n'y avait pas le micro et que j'étais toute seule devant mon ordi, j'aurais commencé à me ployer vers le bas, attirée par la gravité. Hein. Mais régulièrement, quand je passe 1 heure devant l'ordi, au moins 2 ou 3 fois, je redresse ma posture, je pousse la chaise, pas pour qu'elle descendra pas plus bas, mais c'est pour allonger le dos. Et j'ouvre un peu les épaules et j'active les muscles antigravitaires, quoi. Donc voilà, quand on peut plus, quand on n'a plus le temps de faire des grosses séances, toutes ces petites choses qu'on peut faire au cours de la journée, se réajuster dans son assise, se lever, faire un thé, rajouter des étirements, du mouvement, respirer 5 minutes en fin de journée et
aussi, tu l'as mentionné, prendre l'air, sortir, aller marcher, donc faire quelques courses à pied ou en tout cas se rajouter un peu de marche par rapport à la marche qu'on aurait pu, enfin par rapport à la petite marche ça dépend sa vie, mais il y en a, voilà. Mais je veux dire, se rajouter un peu de marche si on n'en fait pas assez, ben voilà, enfin. Si je m'étais, comment on peut conjuguer ça? Si Camille il y a 20 ans en arrière avait entendu la Camille d'aujourd'hui parler, elle aurait dit oh là là, c'est un peu des trucs de vieux, parce que j'étais tellement sportive que c'était pas rajouter un étirement, en faire du thé ou descendre une station de métro plus tôt pour marcher un peu plus qui aurait fait la différence. Mais quand maintenant je passe 10 à 12 heures par jour devant l'ordi, non, il faut pas faire ça. Hein. Mais ça arrive. Et ça nous arrive à tous et à toutes dans nos activités, en fonction de l'intensité de nos projets, quoi. Donc voilà, il faut essayer de pas le faire, mais ça nous arrive à tous. Et ben d'un coup, cette petite marche ou ces étirements, c'est pas du luxe, et c'est quelque chose, c'est énorme. Et je suis curieux, j'ai envie de creuser un peu ce truc autour du mouvement, de la marche, de prendre l'air, de sortir, etc. Parce que là, on a beaucoup parlé de ces différentes pratiques pour apaiser l'intensité mentale et revenir dans le parasympathique. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres effets aussi. Ben, bien sûr. Et il y a une étude que j'avais vue et lue une fois et qui m'avait capté l'attention par 2 schémas où c'était 2 groupes d'étudiants avant un contrôle. Il y a un groupe qui reste assis pendant 20 minutes calmement en mode je suis là presque à me préparer mentalement. Et un autre groupe qui va marcher pendant ces 20 minutes et il y a un scan des zones du cerveau qui sont actives avant le contrôle. Et c'est ouf, il y en a, c'est genre ceux qui sont allés marcher, on dirait un sapin de Noël tellement il y a des zones du cerveau qui sont illuminées, et les autres, c'est beaucoup moins riche. Bien sûr. Et je suis curieux est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Quand on bouge, en effet, ça mobilise, enfin, on est des êtres moteurs. Et donc, il y a beaucoup d'aires cérébrales qui sont dédiées au mouvement, mais une énorme partie, alors, je ne saurais pas l'exprimer en pourcentage, mais c'est énorme. Enfin, d'ailleurs, ceux qui étudient la motricité vous diront que je sais pas combien de pourcents du cerveau c'est pour le moteur. Ceux qui étudient la vision diront que je sais pas. Donc, oui, il y a ce biais de selon ce que j'étudie. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est très moteur comme espèce. Nous ne sommes pas des végétaux. Ben, on est optimisé pour chasser dans la savane, en fait. Encore. Oui, totalement. Et t'as parlé des Cévennes? Non, la savane. Chasser dans la savane. D'accord, okay. Non, effectivement, je suis pas sûr qu'on soit optimisé pour chasser dans les Cévennes, mais je crois qu'on est... Et dis-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression, mais bien sûr, de ce que j'ai compris, notre cerveau est optimisé pour notre mode de vie dans la caverne, chasseur-cueilleur. Oui, la sédentarité est très, 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 très récente dans l'histoire de l'humanité. Et on est, en effet, on est câblé, notre système nerveux, notre biologie sont faits pour le mouvement intense, endurant, et etc. Et là, d'un coup, depuis quelques années, on est sédentaire, et là, ça pose des problèmes physiques et mentaux. Mais oui, en effet, donc on est câblé pour bouger, pour être endurant, et il faut l'exploiter. Et d'ailleurs, faire une session de sport un peu intense, ça évacue le stress. Donc finalement, quand on fait une session de sport intense, on est en activation sympathique d'un point de vue du système nerveux autonome, qui est le même que quand on est stressé. On est dans le sympathique avec le stress. Mais sauf que là, avec l'activité sportive, on peut aller un peu au paroxysme de son activité sympathique. On peut pousser un petit peu plus fort et plus longtemps l'activation sympathique, qui fait que après la séance, on va basculer automatiquement pour réguler. On va basculer en parasympathique après une bonne séance de sport. Donc l'activité physique, ça permet aussi d'évacuer le stress, puisque voilà, on force un peu l'activation sympathique pour basculer en parasympathique. Et on joue sur ce qu'on a mentionné tout à l'heure, on monte pour redescendre, là où le stress, ça peut nous faire monter et rester. Exactement. Et puis, il y a plein d'autres choses pour le métabolisme énergétique, parce que quand on a juste du stress intellectuel et mental, il y a un déséquilibre avec le cerveau consomme énormément d'énergie, mais le corps beaucoup moins. Et à un moment donné, faut que le corps dépense de l'énergie aussi, et le mental moins. Donc voilà, il faut rééquilibrer aussi corps-esprit qui dépense quelle énergie. Et puis aussi pratiquer un sport un peu intense, soit parce qu'il est technique, soit parce qu'il est endurant, cardio. Ça permet de détourner l'attention des préoccupations constantes, et ça permet de libérer le mental aussi, de changer sur quoi je pose un peu à fois. Encore une fois, c'est comme
on arrête les ruminations ou les pensées, le réseau du mode par défaut, et là on est bien concentré parce qu'on fait une pratique un petit peu intense. Ouais. Et donc voilà. Et j'ai entendu récemment aussi à quel point lier des pratiques sportives intenses dans le mouvement, mais intenses cognitivement aussi, ça recrée ces effets qu'on disait tout à l'heure sur le yoga par exemple, où si je médite assis, c'est plus dur pour l'attention, pour se détendre que si je fais du yoga. C'est ça. Et la comparaison qui avait été faite, qui m'avait fait beaucoup de bien parce que c'est un sport que je faisais dans mon enfance et que j'adore, c'est la différence entre la course à pied et la course d'orientation. Quand tu fais que de la course à pied et que tu cours comme ça, ton mental, il n'est pas focalisé sur un objet, même si ton corps bouge et donc tu divagues. Exactement. Alors que quand tu fais de la course d'orientation, tu as ta carte, tu as ta boussole, tu es en train d'essayer de te repérer dans l'environnement. Donc là, cognitivement, t'es... Là, il y a tout qui est activé, ouais. Le cognitif et le corps. Et je vais trouver ça fascinant de se dire, ah waouh, il y a des sports qui ont ça et il y a des sports qui ne l'ont pas. Exactement. Après, les sports avec adversaires ou équipiers, etc., activent beaucoup le cognitif. Du coup. J'ai fait beaucoup de foot dans ma vie et c'est vrai que quand tu fais un match de foot, tu ne penses pas à tes problèmes d'entreprise. Voilà. C'est impossible. Donc, voilà. Tu penses plus à ne pas te prendre le voisin qui veut te foutre par terre. Exactement. Et à faire la bonne action, à passer le ballon. Là, on a parlé beaucoup des conséquences positives de ce genre de comportement sur notre santé mentale avec les différentes recherches que tu as mentionnées. Est-ce que de l'autre côté du spectre, il y a aussi des études ou des recherches que tu peux mentionner qui parlent des conséquences peut-être moins désirables du fait de ne pas avoir ces comportements? Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je reste assis devant mon ordi toute la journée? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mesurées? Enfin, tu vois, qu'on essaye de voir le spectre des deux côtés. Oui, clairement, il y a tout ce qui est... D'abord, je pense que la première chose qui va avoir lieu, et puis les études le montrent largement, c'est toutes les douleurs musculo-articulaires, le mal de dos. Et puis on le voit d'ailleurs, ça aussi c'est quelque chose que j'ai réalisé. Encore une fois, ça peut être aussi atténué si on corrige sa posture, la hauteur. Et ça, c'est fou, encore une fois, parce que c'est une époque que je faisais pas du tout gaffe à ça. Et c'est quand on commence à passer des heures devant son ordi qu'on se rend compte que c'est important, la hauteur du bureau par rapport à la hauteur de sa chaise, la hauteur de son écran et l'ergonomie de son poste. Mais même avec un super poste ergonomique, donc on va limiter certains dégâts, mais si on bouge pas le corps, on mobilise pas les articulations dans tout leur degré de liberté, si on n'étire pas, si on fait pas travailler la coordination, l'équilibre, etc., on va perdre énormément plein de choses. Et puis même pour le métabolisme énergétique, potentiellement, si on mange toujours pareil comme on mangeait quand on était sportif et que on continue par réflexe, par plaisir et qu'on est juste assis, on va grossir, donc on n'aura plus notre poids de forme. Et en plus, les douleurs, même avec un poste ergonomique au bout d'un moment. Et puis on diminue l'image du corps parce qu'en sollicitant le corps, en bougeant, c'est là où la conscience du corps se crée. Et la conscience du corps, c'est un des piliers de la conscience du soi qui englobe plus de choses. Donc, si vraiment on a une activité purement intellectuelle, on va avoir des troubles de la conscience du corps et du coup de soi. Donc, on oublie aussi que il y a un concept qui n'est pas un concept, les résultats valident cette théorie en neurosciences, en sciences cognitives, qui s'appelle la cognition incarnée. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer les fonctions cognitives, le fonctionnement du cerveau, le mental, du corps. On ne se rend pas compte, mais toutes nos prises de décision, on croit qu'on prend des décisions sur la base d'arguments parfois intellectuels ou d'une réflexion intellectuelle et que c'est ça qui nous a fait choisir d'y aller ou pas à tel endroit, de faire ceci, de dire oui, de dire non. Tous nos choix qu'on fait, on pense qu'on les a fait consciemment. Et en réalité, il y a une grosse part de nos choix qui sont influencés de manière subconsciente par notre corps. Par qu'est-ce que l'état de nos viscères dans le moment où on prend la décision. Et l'état de notre corps aussi. De notre corps musculo-articulaire. Les viscères, c'est le corps aussi, bien sûr. Mais aussi le musculo-articulaire. Et donc, si on n'a plus ce tonus musculaire qui fait qu'on arrive à se tenir redressé sans souffrir et qu'on est complètement avachi comme ça, voilà, du coup, je suis plus alignée avec le micro, mais tu vois, qu'on est avachi comme ça, peut-être qu'on aura plus la flemme pour plein de choses et qu'on va rater des opportunités. Enfin, tu vois, ça va jusque-là. Hyper intéressant. Voilà, notre décision de participer à quelque chose, de dire oui, de ceci, de cela, plein de décisions qu'on prend sont influencées par notre posture et par nos viscères. Alors, c'est pas
que ça qui influence notre décision, mais ça l'influence. Il y a une part significative qui influence nos prises de décision, notre prise de décision de la part du corps. Ça me rappelle le cours que tu nous avais fait justement pendant ce fameux stage de yoga avec Charlotte, qui est passée sur ce podcast précédemment, où tu nous avais posé un peu tout ce que le cerveau écoute en direct avec notre rationalité qui est une partie de ça. Qui est la petite pointe émergée de l'iceberg. Et qui est presque le dernier truc pris en compte dans l'équation. Et qu'avant ça, il y a tellement d'autres choses qu'on étiquette parfois comme intuition. Oui. Et qu'en fait, notre intuition, c'est en grande partie mon cerveau qui écoute mon cœur, mon foie, enfin tous ces trucs-là. Exactement. Et qui reçoit plein de signaux de manière inconsciente, mais lui, il les traite et il prend une décision pour nous en fonction de ce qu'il a reçu comme donc on signal. va peut-être, pour les gens qui sont entrepreneurs, j'ai envie de le rendre très concret. Il y a un client qui vient face à nous et peut-être on va saisir l'opportunité ou pas basé sur est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou pas, mais basé sur mon corps est en mauvaise santé, mon foie galère, tous ces trucs-là. Et aussi ce que me renvoie d'ailleurs du coup le client. Là, tu mets une autre personne dans l'équation et on rentre en résonance par le non-verbal. Et si y a des gens comme ça qui ont un non-verbal assez difficile, où on sent que pour un peu qu'on était un petit peu fatigué avant, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on a mangé un plat trop riche qui nous a plombé l'estomac, parce que ceci, parce que cela, et qu'on a en face de nous une personne qui a un non-verbal un peu particulier, on va peut-être dire non, et on va se trouver une bonne raison consciente et rationnelle pour dire non. Mais en réalité, le non aura été beaucoup influencé par nos tripes et par nos neurones miroirs qui ressentent le non-verbal de la personne et par notre état physiologique, notre état postural. Et puis, il y a des jours où on a super bien dormi, on a justement une bonne hygiène de vie depuis plusieurs jours, on est hyper en forme. Et même si la personne en face de nous renvoie des signaux, ils seront minoritaires par rapport, qui feront pencher dans la balance du non, parce que cette personne, elle est un peu bizarre ou elle renvoie un truc un peu pas agréable, mais nous on sera tellement bien, que ça va vraiment, notre cerveau fait des délibérations pour nous à partir de plein de signaux dont une part est inconsciente. Et dans la délibération, une grande majorité, Wow. Nous on n'a que le résultat on a l'impression qu'on a beaucoup de libre arbitre, mais pas du tout. C'est une impression qu'on a. Et notre cerveau a délibéré pour nous avec des signaux dont on n'a pas conscience, inconscients. Et voilà. Et donc en fait, ça nous donne un peu une responsabilité aussi quand je dis ça, parce que on se fera moins influencer par l'énergie des autres si nous-mêmes on est bien disposés. Par contre, si on est un petit peu affaibli, alors là on va être submergé par les signaux négatifs qui viennent de notre propre corps, potentiellement les signaux négatifs qui viennent de l'autre, et du coup ça va influencer notre prise de décision. C'est tellement intéressant parce que je pense qu'on a cette tendance à survaloriser la capacité d'analyse, les compétences qu'on a développées, enfin tous ces trucs-là par rapport à on parle de trucs simples là, genre faire du sport, s'alimenter d'une manière qui nourrit notre corps, d'une manière qui fait du bien à notre corps et à notre esprit aussi évidemment, parce que c'est deux choses importantes. Enfin, tous ces trucs-là, et que tout ça contribue peut-être plus aux prises de décision importantes dans notre boîte que à quel point est-ce que j'ai compris la bonne truc stratégique, quoi. Exactement. Dans certains cas, oui, ça peut être quasiment plus. Après, normalement, si on est dans une forme, tu vois, on peut partir d'une forme... une bonne forme. Enfin, disons que ça devient problématique si vraiment on n'est pas en forme du tout. Là, attention, d'ailleurs pour les décisions importantes, je dis aux gens, attendez, là, vous avez un raisonnement qui est énormément influencé par votre état du moment, émotionnel, physiologique, etc. Donc, attention, imaginez-vous en forme. Est-ce que vous êtes sûr que vous iriez jusque-là, vous prendrez cette décision-là, etc. Donc, prenez pas la décision tout de suite. Mais attention à pas non plus trop se remettre en question tout le temps. Si vous sentez que vous êtes en forme, que émotionnellement c'est à peu près stable, la forme est à peu près stable, il n'y a pas une grosse dette de sommeil, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on peut faire confiance à sa prise de décision. Il ne faut pas tomber dans l'injonction de « je dois être ultra sportif tout le temps, sinon mes décisions sont biaisées ». Sont complètement fausses, etc. Non. C'est juste qu'elles risquent d'influencer de manière significative plus que ce qu'on croit, mais plutôt dans les cas un peu extrêmes. Sinon, ça va. Mais il faut être conscient de ça. À quel point tu dirais que c'est
la bascule, elle se fait vite? Est-ce que, tu vois, genre là, imaginons, j'ai pas fait de sport depuis un mois, j'ai pas de mouvement, je suis beaucoup dans le stress sur mon ordi, etc. Et je me dis, ok, je m'y remets et je vais courir 10 minutes. Est-ce que je sens déjà les bénéfices sur ma capacité de prise de décision? Ouais, 10 minutes après tes 10 minutes, tu seras pas dans l'heure qui suit, tu seras pas le même que avant de démarrer. Et d'ailleurs, on peut faire l'expérience et se dire, si on a un choix difficile à faire, se dire, ok, là, je pense, dans la balance, je penche plus vers ceci ou cela. Après, on fait une séance de sport et on réévalue. Et on verra, waouh, j'ai fait juste 10 minutes de cardio et j'ai pas du tout la même perception. C'est incroyable. Waouh, c'est ouf. Je pense que c'est hyper important pour les gens qui entreprennent et qui sont, comme tu dis, beaucoup sur l'ordinateur d'entendre ça, parce que une des compétences les plus importantes et difficiles quand on est entrepreneur, c'est l'allocation de son temps. Dans quoi j'investis mes minutes, mes heures, mes journées. Et j'ai l'impression qu'avec ce que tu dis, comme on doit prendre tellement de décisions tout le temps, la santé, donc corps, mouvement, santé mentale avec ce qu'on a dit sur l'attention, redevient un des éléments les plus importants du calendrier quand on voit les choses sous le spectre de notre conversation. Exactement. C'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, il faut le mettre un tout petit peu. Moi, je sais que pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'ai vécu sur mes acquis en termes de force physique et mentale par des années de pratique de yoga, avec toutes les composantes du yoga. Et donc, j'ai pu, pendant plusieurs mois, semaines, faire juste être un cerveau qui gère l'activité qui est en train de se développer. Et comme s'il y avait un stock qui s'amenuise. Ouais, exactement. Et à un moment donné, j'ai senti, et je me disais, en fait, je vais pas me forcer à aller faire du yoga parce que j'ai cette habitude de faire du yoga. Vraiment, c'est du superflu, j'ai mieux à faire et j'ai des trucs sur le feu bien plus urgents. Et à un moment donné, j'ai senti la bascule où vraiment je faisais de la merde et je commençais à plus être performante, à bugger, etc. Et je me suis dit, ah oui, mais ça fait des semaines, pour pas dire des mois, que tu fais entre 10 et 12 heures par jour devant l'ordi, ou même si j'étais pas forcément tout le temps devant l'ordi, j'étais que dans mon cerveau, en train de réfléchir, next step, comment améliorer, gérer les problèmes, résolution de problèmes. Et à un moment donné, en fait, j'avais épuisé le stock et j'ai senti que ça manquait. En plus, je commençais à avoir des douleurs partout et puis à être un peu déprimée. Et puis donc, commence à avoir l'humeur pas la meilleure, etc. Et j'ai réalisé que c'est ça qui me manquait cruellement. Et là, ça me faisait une alerte, un signal d'alerte. Et j'ai repris et heureusement, ça revient vite. Et après, après l'idée, c'est de trouver l'équilibre. Ok, je peux pas revenir sur l'intensité, la fréquence d'avant, mais l'intermédiaire là, que d'ailleurs je pensais jamais que ça m'arriverait à ce point de lâcher tout, mais finalement c'est presque un peu comme si j'expérimentais quelque part en me disant jusqu'où je peux aller dans le tout et rien. C'était ton propre sujet d'étude. Exactement. Et maintenant, j'ai trouvé la voie du milieu, la voie de la sagesse, où je crois que ça y est, j'ai à peu près l'équilibre et je veille à pas le lâcher, par contre. En tout cas, ce que j'entends, c'est que la régularité et le fait de parfois lâcher, parce que ça nous arrive, on est des humains, on n'est pas des machines, mais revenir à ces pratiques est plus importante que l'intensité. C'est ça, exactement. Et encore une fois, même encore maintenant, si j'ai une grosse semaine et que je lâche tout et j'ai plus mes routines ni de respiration, ni de mouvement, ni d'alimentation saine pendant une semaine, c'est pas grave. Ouais. Mais je sais qu'il faut que j'y revienne assez vite. Faut pas que je laisse trop traîner. Il faut que j'y revienne et un peu progressivement retrouver un rythme de croisière de toutes ces pratiques qui s'alternent avec mon emploi du temps. Pour les gens qui nous écoutent, qui rationnellement ont compris l'importance de tout ça, qu'est-ce qui, dans ton expérience ou dans les gens que tu as suivis, notamment dans le milieu hospitalier, etc., qu'est-ce qui nous aide à faire le pont entre je le comprends rationnellement et je l'implémente vraiment dans mon quotidien, parce que je suis sûr il y a plein de gens qui vont nous écouter et me dire « Ah ouais, ils ont trop raison ». Et malheureusement, je trouve que le plus efficace, c'est d'aller, mais c'est malheureux, hein, c'est d'aller au bout, de sentir qu'on a eu un petit souci de santé ou un petit décrochage
mentale, une petite décompensation. Et c'est les gens les plus motivés à trouver un équilibre, c'est parce qu'ils sont allés un peu au bout et ils ont eu une petite conséquence négative, malheureusement. T'as ressenti la douleur de l'absence et donc plus jamais tu veux retourner là-dedans. Ou t'as ressenti une douleur, on t'a expliqué, le médecin ou n'importe qui, ou même toi, t'as compris que c'était parce que t'as exagéré, il te manquait ça dans ton hygiène. Bah là, du coup, t'es motivé parce que t'as tellement souffert, tu veux pas de nouveau souffrir et tu fais ce qu'il faut avant. Ça peut être un blocage du dos, comme un truc plus compliqué. Hein. Et là encore, j'ai l'impression d'entendre dans ce que tu expliques là, ce que t'as dit avant, où les signaux du corps, parce que je l'ai vécu et j'ai vécu la douleur dans le corps, vont prendre le pas sur ma rationalité qui sait, bah ouais, je dois aller marcher 15 minutes par jour. Exactement. C'est triste, non ? C'est triste. Non, mais c'est triste. Et en plus, je vais te dire un truc, il y a quelque chose qui rentre en conflit avec cette envie d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est le social. C'est, ok, je travaille beaucoup. Moi, pour déconnecter, j'ai besoin d'aller voir mes potes. J'ai besoin de faire un resto et de boire de l'alcool. Tu vois, il y a cette manière-là de décompresser, de décompresser. Oui. Qu'on a Fumer beaucoup un en ville joint, aussi, boire de je l'alcool, pense. voir des potes. Que ce soit voir des potes et faire tout ça, ou le faire tout seul, boire un joint, j'allais dire. Fumer un joint ou boire de l'alcool. Et ça va à l'encontre de ce qu'on dit depuis le début. Là, je suis en train de parler d'hygiène physique et mentale. Et il y a cette compétition entre ce besoin, alors soit ces addictions, parfois, ou alors ce besoin qui est un besoin vital aussi, du social. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Parce que, et moi pareil, il a fallu que je trouve un équilibre, parce que par moment, j'ai privilégié le social et à sortir le soir, alors qu'en plus, ça allait contre mon besoin de... On a aussi tous un chronotype où certains peuvent pas s'endormir avant minuit, d'autres sont capables de s'endormir à 20h. Moi, je fais partie de ceux qui sont capables de s'endormir à 20h. Moi aussi. Ah, c'est vrai. Et à partir de 22h, je disparais complètement. On est d'accord, voilà. Et donc, le social, souvent, c'est à l'heure où je suis censée m'endormir à 20h, ben, on se rejoint. Bah oui. Oui. Et donc, mais ça, c'est un besoin vital aussi. C'est vraiment très important. On est des animaux moteurs, mais on est des animaux sociaux aussi. Et donc, à la fin, ça fait beaucoup. Hein. Comment gérer, être performant dans son travail, avoir une bonne hygiène de vie et soigner le social. Et se défaire éventuellement de ses addictions. Gros programme quand même. Est-ce que tu penses qu'on peut rajouter du coup dans notre équation de tout à l'heure d'une pratique du quotidien qui nous apporte le mouvement, la respiration, donc le fait de capter l'attention, mais aussi le social. Je pense par exemple, tu vois, quand je me replonge dans le fait d'aller au foot, ça remplit un peu tout ça. Totalement. C'est que c'est un sport d'équipe. Cardio-training aussi. Ouais, donc équipe. Et je pense que c'est une des raisons, le CrossFit, c'est très addictif pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est parce que ça coche tous ces critères. Exactement. Alors c'est super. Du coup, ouais, c'est ça. Si on trouve, c'est à la fois plaisant, il y a le social, il y a le cardio-training, c'est-à-dire il y a le mouvement et la respiration, du coup. Et l'attention focalisée. Et l'attention focalisée, comme on disait au début. Il y a tout, vraiment, ça coche toutes les cases. Et donc, c'est génial. Donc, ça voudrait dire que les sports collectifs et ou dans l'adversité, donc tu joues par exemple au padel contre quelqu'un, mobilisent mieux toutes ces cases que les sports purement solitaires comme la course à pied où je vais courir tout seul. Oui, voire même faire son yoga. Mais idéalement, dans un monde idéal, le yoga apporte d'autres choses et c'est bien d'être capable aussi de se satisfaire d'une pratique un peu austère, même de se satisfaire de 5 minutes de méditation, etc. Mais vraiment, si on peut pas tout faire, faire du foot et faire de la méditation et bien travailler et ceci et cela, et ben à la limite, je dirais, choisir un sport collectif où il y a qui coche toutes les cases. Ouais, parce qu'effectivement, là, j'ai l'impression qu'on a posé des cases. Ouais, exact. Soit elles sont toutes cochées par les mêmes pratiques, soit on a des pratiques séparées. Et effectivement, il y a les questions de à quoi ressemble ma vie au quotidien, le temps disponible, l'énergie disponible, est-ce que j'ai des enfants ou pas. Voilà, moi, Et pour ceux qui sont déjà en burn-out et qui ont même pas l'énergie, qui se souviennent adorer le foot ou n'importe quel sport collectif ou le crossfit, mais qui aujourd'hui n'ont pas l'énergie de s'y remettre, eux, faudra qu'ils démarrent par des petites pratiques douces comme le yoga, 5 minutes de cohérence cardiaque,
avec méditation, respiration, et petit à petit retrouver quelque chose, une dynamique qui les conduira de nouveau à des activités plus collectives et un peu plus explosives, quoi. Mais en tout cas, c'est bien de faire le bilan là-dessus parce que faut s'adapter à sa vie, à son état, d'où on démarre. Et le risque, c'est de tomber aussi dans les injonctions de il faut ci, il faut ça, alors que l'idée, c'est de trouver sa propre recette, quoi. Totalement. Et je voulais rajouter quelque chose, mais ça m'a un peu échappé. On était sur les critères, les typologies de pratiques, soit une pratique qui encapsule le tout, soit des pratiques différentes. Oui, voilà. À retrouver. Et puis, l'histoire... Ouais, non, mais peu importe, ça reviendra peut-être. Peut-être ça reviendra. Moi, j'avais une autre question qui est... Tu disais tout à l'heure... Pardon, mais c'est parfait. Retiens ta question. Je l'ai. Attention aussi, mais parce que si vraiment on veut être... Là, on est exhaustif. Hein. Oui, c'est le but, j'aime bien. J'aime bien être exhaustif, en tout cas tenter de l'être. L'addiction au sport existe. Et c'est un vrai problème. Et tu parlais du crossfit, on retrouve des addicts au sport dans le crossfit, dans l'ashtanga yoga, dans tout ce qui est triathlon. Et il y a des personnes, elles se font leur propre triathlon, elles vont bosser à vélo, après elles sortent, elles font de l'ashtanga yoga, après elles vont nager, enfin je sais pas quoi. Elles se font leur propre triathlon. Donc, et souvent, parfois, c'est des gens qui ont remplacé une addiction par celle-là. Donc, c'est toujours mieux que l'alcool. Mais attention aussi, parce qu'il y a les critères de l'addiction problématique. C'est-à-dire, les fois, déjà plus de risques de blessures musculo-articulaires. Et s'il y a blessure et où on est bloqué, on peut plus faire ces séances de sport jusqu'à ce qu'on ait récupéré. Il peut y avoir de la dépression. Et ça peut prendre le pas sur le social, justement. On peut se couper de sa famille et de ses amis parce que il faut faire sa séance à tout prix. Donc, il y a les critères de l'addiction pour l'addiction au sport. Donc, attention à cet excès aussi. Mais peut-être que, je sais pas, les gens à qui on s'adresse, ils seront pas dans cet excès, mais peut-être que oui. C'est enfin, possible. Il y a une grande diversité de personnes et il y a des freelances qui effectivement optimisent leur activité pro pour justement nourrir cette potentielle addiction au sport. Voilà. En tout cas, je pense à un ami qui fait genre des Ironman, des trucs comme ça. Voilà. Je sais pas s'il est dans une addiction problématique. En tout cas, il fait du sport intensif. Oui, en fait, c'est juste des critères surtout à faire gaffe. C'est attention, le risque de blessure et l'humeur altérée dès qu'on peut pas faire le sport et se couper de ses proches. C'est surtout ça. C'est quand même 3 choses importantes. Donc voilà, ça existe. Et pareil, il y avait un autre truc. C'est pas grave, ça va te revenir d'ici. Je vais te recouper. C'est parfait, recoupe-moi avec grand plaisir. Moi, la question que je voulais te poser, c'est que tout à l'heure, tu as mentionné que la direction globale de ton travail, c'est les neurosciences appliquées à la santé physique, la santé mentale, pour diverses populations, mais là, on s'occupe principalement dans cette discussion d'une population entrepreneuriale qui passe beaucoup de temps sur l'ordi, etc. Est-ce qu'il y a autre chose qui rentre dans le cadre de ta recherche et de tous les travaux que tu as faits qu'on n'a pas encore mentionné et qui te semble importante à mentionner pour les gens qui nous écoutent? Non, je crois on a fait le tour. En tout cas, peut-être juste revenir sur ce truc pour la santé physique et mentale, il y a tout ce qu'on a dit, mais il y a aussi... Est-ce qu'on a bien résolu la question du social? Parce que est-ce que rajouter un sport... C'est vrai, je suis pas sûr. Excuse-moi de revenir là-dessus. Non, mais c'est trop bien de revenir là-dessus. C'est pas parce que... C'est super les sports collectifs où on coche toutes les cases et dont il y a la partie interaction. Mais qu'est-ce qu'on fait de... Je te dis ça parce que c'est mes tripes aussi qui parlent plus que mes connaissances. C'est que cette période de laquelle je suis en train de sortir et en remettant des petites pratiques... dans cette période, non seulement j'ai arrêté le sport, le yoga, la respiration, la méditation, mais je me suis aussi coupée de tous mes amis. de vraiment, je me suis entendue dire à mes amis, parce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'assumer, parce que j'en avais marre de trouver des excuses, pourquoi je peux pas les rejoindre, pourquoi je peux pas faire ci, pourquoi je peux pas prendre de week-end, de vacances avec eux ou de week-end, ou même ne serait-ce qu'un dîner, les rejoindre. Pourquoi Donc, je suis passée de je le fais et je me force un peu, mais je vois que
ça rentre en conflit avec mes besoins de me coucher tôt, etc. Donc, je commence à me discipliner et à me dire non, je vais pas dire oui à chaque dîner et je trie. Et je vois que en effet, finalement, les soirs où je sors pas, le lendemain, je suis plus performante au travail. Et que parfois, je sors et le dîner est pas terrible et que je me dis, ouais, je vais être crevée demain pour ça, au secours. Donc, tu vois, et donc je commence à dire de plus en plus non ou à trouver des excuses. Et c'est pareil pour les week-ends, les ponts ou les congés. Et je passe mon temps à bosser. Il y a plus de week-end, il y a plus de congés, il y a plus de sorties, ni la semaine, ni en week-end. Enfin, tu vois, le genre extrême. Et parce que je vois ce bénéfice de j'ai une hygiène de vie à peu près correcte. Et du coup, je suis performante au travail et je réalise que c'est ça qui conditionne mon humeur. C'est est-ce que j'ai bien avancé dans mon travail ? Le sentiment d'avoir avancé, le sentiment d'avoir coché des cases, d'avoir fini, d'avancer, etc. C'est ça qui conditionne mon humeur au bout d'un moment. Et donc, à un moment donné, j'arrête de trouver des excuses à mes amis et je leur dis carrément, mais en fait, tu sais quoi, j'ai décidé d'assumer et j'ai réalisé que ce qui conditionnait mon humeur, c'était est-ce que j'ai bien avancé dans mon taf ? Et pour avoir un sentiment d'avancement dans mon taf, vu que c'est énorme, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de missions partout, et en fait, il faut que je consacre une bonne partie de ma vie là, à ça. Donc non, j'ai pas le temps de faire ceci ou cela. Désolée. Est-ce que tu qualifierais du coup, parce que j'ai l'impression dans ton discours-là, on retrouve 2 des critères de l'addiction problématique que tu as mentionné avant, se couper de ses proches. Totalement. Et quand l'absence... Work addict. Ouais. Tu dirais que c'est ça qui s'est passé ? Ouais, c'est ça qui s'est passé. À quel point tu penses que c'est ça qui se passe pour beaucoup d'entrepreneurs ? Parce que je pense reconnais que c'est dans ton énorme. J'ai discours... pas les études épidémiologiques qui montrent le pourcentage d'auto-entrepreneurs qui souffrent de ça, mais je pense qu'on est nombreux. Mais c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que on n'est pas comme ça fondamentalement, c'est qu'on le devient à un moment donné, et on peut le rester plusieurs mois, petites années ou plusieurs années, mais à un moment donné, on peut aussi très bien en ressortir. Ouais. Et moi, je suis passée de cet sentiment de satisfaction, d'assumer, et je trouvais que c'était très bien, et les gens arrêtaient du coup de me proposer des trucs, c'était parfait, en fait, ils m'ont laissé m'enfoncer dans le travail. J'ai commencé à avoir des troubles cognitifs, donc troubles du langage. Je devenais dyslexique alors que j'avais jamais été diagnostiquée dyslexique. Oh, wow. Oui, je te jure, j'écrivais un mot à la place d'un autre. Tu l'expliques comment ça, du coup, par l'absence de je social ? pense, Non. L'excès de travail. Donc mon cerveau qui est en surmenage intellectuel, mon cerveau qui bug, mais parce que finalement, je me suis plus forcée à déconnecter. Et j'ai assumé ce truc et je suis allée au bout de mon addiction et je faisais que bosser. Que bosser et le seul truc que je gardais, c'est un peu d'hygiène de vie pour pouvoir être performante au travail. Mais je me suis coupée et moi, il y avait quand même ma famille qui alertait et des amis proches qui me disaient « Mais oula, mais c'est monstrueux tes semaines et tes mois et tes années. » Parce que quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as posé des congés, que tu t'es pris du temps off ? Incapable Comment de ça, le dire. du temps off ? Voilà, c'est quoi du temps off ? Et en plus, j'avais peur du vide, quoi. Mais si je fais rien, on va faire quoi ? Ou alors, on va faire une randonnée. Non, juste, oui, on pourrait aller faire une randonnée, mais imagine, c'est l'été, c'est caniculaire. On peut pas aller faire une randonnée. Mais au secours, moi, il me faut mon ordi, il faut que j'avance sur un sujet. Profitons de la canicule et d'être coincés, tu vois. À quel point tu penses que nos environnements de vie aujourd'hui, donc on a parlé du fait que c'est nouveau d'être sédentaire, mais c'est aussi nouveau d'avoir cette stimulation constante avec nos téléphones, nos ordinateurs, tous ces écrans autour de nous. À quel point tu penses que ça joue dans le fait que la majorité de ces outils sont pensés, basés sur les connaissances neuroscientifiques et psychologiques. Pour être addict. Ouais. Oui, non, mais ils sont faits. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est pas dans quelle mesure, c'est un fait, quoi. Mais dans quelle mesure, je veux dire, ça nous impacte ? Dans quelle mesure est-ce que, par exemple, ton addiction au travail ou celle potentielle que je peux vivre ou que d'autres personnes peuvent vivre, c'est basé sur, tu vois, mon travail me passionne, etc. Ça, c'est un potentiel critère. Et il y a l'autre critère de les outils que j'utilise sont pensés pour me rendre accro. Alors moi, pour ma part, c'est moins les outils que j'utilise. C'est vraiment, j'étais addict à mon travail et à ton sujet. À mon sujet, ouais. genre, tu vois, j'ai pas beaucoup de technologie. Je vais sur PubMed, je lis des articles scientifiques, tu vois, pas trop. Mais par contre, je sais que c'est le cas pour d'autres personnes.
Moi, j'arrive à déconnecter, à mettre sur off mon téléphone je suis pas du tout dans cette hyper connexion numérique machin là, je suis pas là-dedans. Mais je sais que c'est un problème pour d'autres et il faut qu'ils se forcent comme moi, il faut que je me force à pas aller lire le dernier article scientifique sur le sujet qui m'intéresse. D'autres se forcent à mettre en mode avion pour pas être tentés de Donc ça fait des dégâts aussi enfin, voilà quoi, je sais pas quoi dire, mais c'est la cata. Non, mais c'est hyper intéressant. Je sens le poids de tout ce qui pèse sur nos épaules à tous quoi. Parce que moi en fait je me trouve extrêmement chanceuse de pas avoir celle-là d'addiction. Mais en même temps j'ai tellement l'addiction au travail donc heureusement que, enfin je sais pas, sinon je serais pas là en train de te parler, je serais hospitalisée, tu vois, si en plus j'avais celle-là. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre cette potentielle addiction que tu as dans ton travail et le bien que tu perçois que ton travail peut faire pour les gens? Par exemple, le travail que tu fais à l'hôpital, l'accompagnement de personnes qui souffrent beaucoup dans leur vie grâce à... Oui, je pense que il y a un lien et j'ai l'impression que évidemment, en fait, c'est tellement gratifiant et j'ai tellement la reconnaissance des patients et même des clients que c'est ce qui m'encourage à en faire toujours plus quelque part. Il y a de ça clairement parce qu'à l'époque où j'étais dans un laboratoire de recherche, les yeux dans le microscope, en train d'enregistrer de l'activité des neurones, toute seule, enfermée avec moi et les neurones qui me parlaient, mais qui me parlaient avec un langage, tu vois, des potentiels électriques, quoi, des potentiels d'action. J'ai tenu quelques années, mais au lieu de m'encourager à continuer, petit à petit, ça m'épuisait et ça allait que dans un sens. Alors que là, avec l'énergie que je déploie, si j'avais pas cette reconnaissance et ces résultats, je serais en burn-out total. Ce qui me fait tenir, d'ailleurs, c'est souvent on arrive au burn-out quand il y a un déséquilibre entre l'énergie déployée et les résultats ou la reconnaissance. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de reconnaissance et je déploie beaucoup d'énergie. Alors là, ça va au burn-out direct. Et moi, j'en ai fait quand j'enregistrais les neurones. Parce que enregistrer les neurones, c'est hyper délicat. Faut être... tu vois, il y a toujours du bruit dans le signal. Il faut être à la fois chimiste, physicien, neurobiologiste pour faire une expérimentation qui marche. Et donc, tu fais toute ta journée, tu passes ton temps à débugger le matériel et finalement, t'as très peu de résultats et pas non plus tellement de reconnaissance. Vraiment, t'as un rat de laboratoire, les yeux dans le microscope. Donc, tu déploies énormément d'efforts et t'as très peu de résultats et très peu de reconnaissance. Là, c'est tout droit vers le burn-out. Est-ce que tu penses qu'un surplus de reconnaissance et de résultats, tu vois, je pense à moi par exemple, je suis exposé à beaucoup de gens qui interagissent avec mon contenu, avec les formations en ligne, avec tout ça. Et j'ai l'impression parfois d'être drogué à ça. Oui. Est-ce que tu penses qu'un surplus de reconnaissance peut invisibiliser un trop-plein d'intensité dans le travail et que ça devienne problématique? Oui, ça s'appelle le burn-in. Explique-moi. Le burn-out, c'est quand tu fais un burn-out par... c'est ingrat. Par ingratitude, pas de résultat, pas de... Et le burn-in, c'est ce que je suis en train de faire avec mon addiction au travail, parce que c'est comme toi, j'ai la reconnaissance, ça me pousse à faire toujours plus. Et toi, c'est pareil. Mais quelque part, attention, on s'épuise. Mais c'est, comme tu dis, invisibilisé, c'est masqué par aussi l'aspect qui nous nourrit et qui nous satisfait. Donc, il y a une partie de notre cerveau, très vulgairement, le circuit de la récompense dans le cerveau, est activé. Donc, quelque part, ça nous défatigue. Parce que si jamais on n'avait pas ces interactions positives, ces super retours et tout ce qu'on a, ce serait double peine. On serait épuisé parce qu'on a déployé de l'énergie. Donc, on est en déficit énergétique, biologique. Mais en plus, on aurait cette couche d'insatisfaction qui épuise encore plus. Alors que là, avoir la reconnaissance, c'est comme si ça défatiguait un peu. C'est comme si ça redonnait de l'énergie qu'on avait gaspillée. Mais seulement psychologiquement et pas vraiment énergétiquement. Oui, c'est-à-dire que du coup, c'est plus sournois et plus insidieux. Mais il y a quand même sûrement, quand ça arrive à ce point, toi, je sais que tu travailles énormément. Moi, je travaille aussi beaucoup. On est quand même... C'est pas quand même totalement équilibré ce que ça nous nourrit, ce que ça nous apporte. Il y a quand même une dépense et on est quand même en dette. Donc, il faut veiller
du coup, avant de tomber vraiment dans une pathologie ou un truc problématique, ça sera peut-être beaucoup plus long et peut-être on n'en tombera jamais. Mais il y a quand même cette petite dette. Et le vrai burn-in, c'est quand, oui, par passion, on s'est quand même épuisé et on arrive presque jusqu'au burn-out, mais par passion. T'en es pas là, j'en suis pas là, mais parce que moi j'en suis pas là parce que j'ai eu des petits signaux, troubles du langage, troubles cognitifs, où je me suis dit oui non en vrai. Et puis mes amis qui m'alertaient, ils ont raison, j'en fais trop. Et les peu de fois où j'ai commencé à dire allez, je ressors un peu, je refais des trucs. Waouh, je suis revenue, j'étais beaucoup plus performante. Les choses que je faisais en 3 heures, je les faisais en une demi-heure. Enfin, mais c'est génial de penser à autre chose et de s'aérer l'esprit avec d'autres gens et en faisant des choses complètement différentes. Donc j'ai rectifié et je vais pas tomber en burn-in demain. Toi, j'espère aussi que t'écoutes les signaux de ton corps. Est-ce que t'en as, tu vois ? Ouais, complètement. Et puis c'est aussi un apprentissage petit à petit où je vois que certaines pratiques ou systèmes mis en place dans le cadre de mon activité, et quand on fait de l'infopreneuriat entre guillemets comme je fais, il y a un modèle par lequel on passe un moment, c'est le modèle des lancements. Donc des fois pendant 2 semaines, on est très intensif parce qu'il y a un nouveau programme qui sort ou un truc comme ça. Et ça, dans ces moments, je vois à quel point là, il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de récompenses parce que tu fais des ventes, des trucs comme ça. Mais du coup, une intensité qui parfois va bien. Enfin voilà, il y a un équilibre vraiment difficile à trouver. Et ça, en 2021, j'en ai fait beaucoup dans l'année et j'ai senti à quel point c'était beaucoup trop. Donc, t'as ajusté ? Donc, j'ai ajusté et depuis, je diminue année en année le nombre de fois où je suis dans ce modèle-là parce qu'en fait, je vois que malgré l'intensité de la récompense, il y a la surintensité énergétique. T'as senti que c'était un peu déséquilibré et du coup... Mais ça demande à vraiment à vraiment écouter du coup. Exactement. Et je pense que c'est un fil rouge qu'on a tenu sur tout ce qu'on s'est dit. Il n'y a pas de réponse magique, mais il y a cette capacité, je pense, hyper importante à développer auto-analyse, auto-écoute, et ensuite à corriger en fonction. Est-ce que ce qui me manque, c'est du social ? Est-ce que ce qui me manque, c'est du mouvement ? Est-ce que ce qui me manque, c'est calmer mon système nerveux et revenir dans respirer, attention, ok, je me détends. Le parasympathique, la douceur. Ouais. Exactement, c'est tout ça. Et bien écouter les signaux de son corps avant d'avoir des trop gros signaux potentiellement irréversibles. Donc... J'ai une question que je pose purement par fascination personnelle pour tous ces sujets et j'ai envie de profiter de ta présence. Vas-y, je t'en si tu m'autorises. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une étude que tu as faite, que tu as lue récemment je partage le côté j'ai envie d'aller lire des nouvelles études, fascination de ça. Des trucs que tu as lus récemment qui t'excitent particulièrement et si oui, pourquoi ? Toutes les nouvelles études qui sont en train de sortir sur les changements même structuraux, pour que ça change de structure, c'est fort, hein, dans le cerveau des femmes au cours du cycle menstruel. Ouais. Explique-moi. Enfin, en fait... Parce qu'on ne va pas juste laisser les gens avec ça. Non, bah si. Allez lire, on vous donne un lien, c'est 50 000 pages. Non, bien sûr. Ça m'intéresse parce que je suis concernée et parce que je vois énormément la différence d'un jour à l'autre en fonction du jour du mois, de mon cycle. Et parce que je te parlais des troubles cognitifs que j'ai eus qui ont été aggravés par un excès de travail, mais qui finalement, si je regarde bien, même quand je suis à peu près en forme, ces troubles-là sont là à une certaine phase de mon cycle. Par exemple, c'est vrai que en fait, en prémenstru, je suis toujours un peu dyslexique. Alors que j'ai jamais été diagnostiquée dyslexique et personne me l'a dit, mais moi je le vois bien. Je fais une faute à chaque mot, je confonds les mots, je sais plus conjuguer non plus. Gros trouble du langage en prémenstru. Wow. Et encore plus gros si je bosse trop, tu vois, si je suis un peu en surmenage. Mais pas que ça. Enfin donc je voyais bien que d'un point de vue cognitif, ça a changé. Enfin, j'ai mis du temps à faire la corrélation, à comprendre. Mais au bout d'un moment, comme ça revient chaque mois, on finit par la faire et se dire ah oui, mais en fait, c'est à chaque fois à cette période-là du cycle, X jours avant les règles, etc. Et puis j'ai commencé à bien faire attention parce qu'en plus j'ai développé cette conscience du corps. Et j'ai vu tout ce qui se passait au cours du mois, parce que c'est pas que prémenstruel, c'est tout au long du mois, il se passe des choses après les règles, pendant les règles, à l'ovulation, avant l'ovulation, mais c'est monstrueux, il se passe un truc, et chaque mois ça se répète. Ouais. Et tu dis qu'il y a des changements structurels dans le cerveau liés à ça. Et donc c'est assez nouveau, hein. Je crois que quand même la première étude qui montrait
par imagerie que une certaine phase du cycle, il y a notamment les hippocampes qui sont la base de notre mémoire. En fait, les hippocampes, c'est un peu notre boussole spatio-temporelle. Hein. C'est ce qui nous permet, c'est de la mémoire, c'est de la mémoire du temps et de l'espace. Et on se rend pas compte comme... en fait, on en a besoin. Enfin, quand ça dysfonctionne, y a rien. On a l'impression que le cerveau marche plus. Mais en tout cas, les hippocampes changent de volume au cours du cycle. Wow. Et la toute première étude, elle est parue dans Science, donc une des plus grandes revues scientifiques avec Nature. Et Science, c'est les 2 revues les plus sérieuses et les plus importantes en sciences. C'était paru dans Science en 2016, je crois. Et aujourd'hui, là, il y en a toute une série qui viennent de sortir, qui montre en effet... Alors là, c'était un peu délicat parce que faire des IRM tous les jours aux mêmes personnes, c'est un peu... Mais ils l'ont fait. Et donc, il y a des femmes qui sont passées dans l'IRM tous les jours. Et en quelques heures, le cerveau des femmes, il change. Wow. Alors que... Et ça, c'est assez nouveau. Et d'ailleurs, souvent, on utilise... Même moi, quand j'enregistrais les neurones, j'enregistrais pas des neurones d'humains, évidemment. J'enregistrais les neurones de souris et de rats. Et on n'utilisait que les mâles parce qu'on savait que ça risquait de biaiser notre expérience parce que selon le cycle de la femelle, on n'aurait peut-être pas tout à fait les mêmes résultats. En tout cas, il y avait cette fluctuation qui pouvait être gênante par rapport à ce qu'on observait. Donc, on utilisait les mâles. Et la recherche sur les hommes, clinique, sur les médicaments et tout, c'est pareil. C'est tout le temps fait sur les hommes parce qu'on sait que potentiellement, chez les femmes, selon leur cycle, ça peut... Mais alors, du coup, si vraiment on étudie les femmes, on voit, oui... Quelque part, ça justifie qu'on utilise les hommes si on veut voir vraiment l'effet de la molécule et pas d'autre chose. Mais ça en dit long sur... ça confirme et ça en dit long sur qu'est-ce qu'on fluctue, nous, dans le mois. Ouais. Et du coup, c'est normal que par moment... Tu vois, cette phase prémenstruelle où je sais plus écrire, je sais plus conjuguer, c'est la cata. Mais par contre, je suis créative. J'ai plein de bonnes idées, je fais plein d'associations d'idées. Je suis hyper créative. Je me trouve géniale même. Tu vois, des fois, je me dis, waouh, comment j'ai pensé à cette astuce, mais fallait y penser, c'est génial. Voilà, donc super. Par contre, vraiment, il faut surtout pas que j'écrive à quelqu'un. Mais le problème, c'est que j'écris tous les jours à des gens, donc c'est l'enfer à cette période. Je suis obligée de me relire 10 fois. Parfois même, je passe par Google Translation pour corriger. Enfin, je passe de l'anglais au français pour me corriger mon français, n'importe quoi. Ouais. Vraiment, je suis obligée de faire hyper gaffe parce que sinon, les gens se disent la fille est pas française ou tu vois. Mais je suis des super idées. C'est tout à fait le contraire en ovulation. En ovulation, j'ai un français impeccable. Je sais conjuguer, je sais écrire, je fais pas de fautes. C'est sans effort. Mon français est bon sans effort. Par contre, mais alors, il y a rien qui est nouveau dans mon cerveau. T'es en mode exécution, t'es pas en mode création. Exactement, exécution, totalement. Wow. Et je me réserve des tâches très rigoureuses, fastidieuses, mais où il faut pas réfléchir. Et d'ailleurs, de temps en temps, quand j'ai besoin d'avancer sur des sujets, maintenant, je le sais, en prémenstru, j'écris toutes mes idées. Et en ovulation, je les récupère et je les développe posément, tranquillement. Mais heureusement que j'y ai réfléchi avant. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que ça te crée ce truc d'excitation, que des études sortent et soient faites sur ça et que de plus en plus ça progresse dans la culture scientifique de se dire il y a des liens entre structurellement ce qui se passe dans le cerveau et le cycle hormonal? Parce que ça permet de mieux prendre ça en compte pour s'organiser. Oui, alors c'est pas toutes les femmes qui ont autant de manifestations. Certaines voient pas passer, même n'ont pas de douleur d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est parce que vraiment le cycle il peut jouer, mais c'est quand on souffre de troubles prémenstruels, on se rend compte qu'on a des choses tout le long du cycle. Et ça peut être sur la digestion, sur l'humeur, sur les fonctions cognitives, sur le sommeil. Bon, bref, même sur l'aspect physique, il y a des moments dans le cycle où je suis raide. On dirait que j'ai des muscles, c'est des bouts de bois secs, et d'autres moments du cycle où je suis souple. Donc, ça change ma souplesse, ça change ma pratique physique. Donc, tout change vraiment. Mais certaines femmes, c'est tellement subtil qu'elles ne se rendent pas compte, et d'autres, c'est très fort. Ouais. Moi, je fais partie de celles chez qui c'est très fort. Donc, ok. Et ce qui est intéressant, c'est que... C'était quoi la question sur les études ? En fait, pourquoi... Je t'ai demandé les études qui t'excitent. Pourquoi est-ce que ça te crée de l'excitation, de l'espoir ? D'abord, parce que moi, j'avais remarqué une myriade de manifestations, mais j'étais là, mais est-ce que je suis seule ? Est-ce que je suis folle ? Est-ce qu'il y a que moi ? Et d'un coup, je vois à quel point le cerveau est restructuré tous les mois, au cours du mois, tous les jours. Et je me dis, ah oui, non, mais d'accord, en fait, c'est significatif. Enfin, je veux dire, ça s'explique. Bah ouais.
Mais ce qui est fou, c'est pour ça que j'insiste sur la structure, parce que le cerveau, il peut changer fonctionnellement, énormément. D'ailleurs, si on est fatigué et si on est en forme, il aura pas les mêmes performances. Mais ça se voit pas forcément à l'IRM. Hein. Oui. Structurellement, il change pas, c'est juste fonctionnellement. Mais là, si ça change d'un point de vue structurel, alors ça veut dire que ça change énormément d'un point de vue fonctionnel. Et merci, merci de le dire et de publier ça, chers collègues scientifiques, parce que, en effet, je le remarque. Ouais, tu te sens reconnu dans ton expérience qui, oui. Je pense, malheureusement, pour beaucoup de femmes, a pu être invisibilisée en mode non, je te raconte des histoires, tu es hystérique, ma pauvre. Totalement. Et en fait, là, ça apporte des preuves physiques et tangibles. Matérielles, ouais. Voilà. Ouais. Concrètes et incroyable. Indéniables, voilà. On a un petit rituel de fin dans les conversations autour de ce podcast, Camille, qui est autour des questions. Donc là, on a apporté beaucoup de réponses à beaucoup de questions et là, on va réouvrir sur des questions. Et depuis le tout début, à chaque fois, je demande aux invités de poser une question à l'auditoire pour réfléchir, etc. Et ce que j'ai fait pour cette nouvelle saison, c'est que j'ai pris toutes les questions que les gens ont posées dans les 100 épisodes précédents du podcast. On est en train d'en faire un jeu de cartes. Trop bien. L'idée étant que les gens puissent piocher une carte et se poser des questions pour avoir des conversations chouettes autour de leur activité. Et comme le jeu de cartes n'est pas fini, j'en ai pioché une en avance, donc j'ai malheureusement pas le jeu de cartes physique pour qu'on fasse ça ensemble. Mais la question que je vais te poser, elle a été posée par Clara Viguier dans l'épisode 95. Et la question, c'est qu'est-ce qui t'émeut dans ton travail ? Je suis émue de penser à ce qui m'émeut. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, cette question, pour moi, elle a une énorme valeur parce que je travaille avec des gens dans un hôpital psychiatrique, avec des gens qui ont des gros troubles, notamment le trouble de stress post-traumatique. Et puis, avec, pareil, dans la partie libérale, j'ai des clients, des patients qui ont des troubles. Donc, je suis forcément émue tous les jours dans mon travail puisque je travaille avec les émotions des autres. Et ça, à chaque fois, je suis étonnée de voir à quel point je suis touchée et émue par le récit des patients ou des clients, sans jamais C'est marrant parce que quand on travaille sur le trauma, les récits se ressemblent, certains, puisque les symptômes du trauma, ils sont très caractéristiques. Et donc, les gens me rapportent leurs symptômes, je les connais, donc ça se ressemble. Mais ils ont aussi chacun, évidemment, leur propre histoire individuelle. Et donc, je crois que je suis émue par les propres histoires individuelles et par la manière dont chacun a réussi quand même, avant de voir un thérapeute ou un professionnel, comment ils ont réussi à gérer ça, d'ailleurs, je leur dis, mais vous vous rendez compte avec ce que vous avez vécu, vous êtes là aujourd'hui en face de moi et vous avez réussi à vivre malgré tout, etc. Donc, ce qui m'émeut dans mon travail, c'est surtout les personnes qui sont en face de moi, mais parce que c'est le sujet, c'est les émotions. Donc, et j'ai de l'empathie forcément, donc je suis en miroir et donc ça me touche à chaque fois. Ça fait des années que je fais ça. Je travaille, ça fait 7 ans. Pendant 10 ans, j'avais les yeux dans le microscope, j'enregistrais des neurones. Ça fait 7 ans que je suis en contact avec des populations qui souffrent de divers troubles et je suis toujours aussi émue comme au premier récit que j'ai eu du premier patient, quoi. Waouh. C'est même pas tu as le droit de rajouter une question dans le jeu de cartes aussi. Ok. Qui sera tirée au sort par des gens qui veulent se poser des questions sur leur vie, sur leur activité. Quelle question t'as envie de rajouter au jeu de cartes ? T'aurais dû me la poser avant. C'est fait exprès justement de te la poser que dans le moment. Ah oui. Eh bien, justement, mais on s'est très orienté avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais j'aimerais savoir, parce que je me sens un peu seule dans ce constat des fluctuations de mes fonctions cognitives. On est tous OK qu'on fluctue d'un point de vue de l'énergie, de l'humeur, mais j'aurais envie que les gens témoignent et se posent eux-mêmes la question et réalisent et se rendent compte. Enfin, la question, c'est est-ce que vous êtes
mais c'est une question fermée, c'est pas terrible. Il faudrait que je la fasse en question ouverte. Parce que est-ce que vous êtes conscient de vos fluctuations cognitives? C'est une question fermée, ils vont dire oui, non, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce que vous avez remarqué pour vous? Moi, j'ai parlé de mes troubles cognitifs, de ma performance cognitive qui est pas la même en fonction du cycle. Est-ce que, homme ou femme, est-ce que vous avez remarqué un aspect de votre cognition, soit mémoire, soit attention, soit langage, soit même la motricité, qui fluctue au fil du temps, et si oui, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ça fluctue? Parce que je crois que c'est un énorme pouvoir si les gens remarquent, oui, ça fluctue en fonction de cela, et ben après on a le pouvoir de faire gaffe à cela pour, tu vois. Donc j'aurais envie de poser cette question. C'est un peu long et compliqué, mais non, mais je la trouve fascinante et je trouve que ça soulève tout le point sur la conscience dont on a parlé pendant cet épisode de ça, c'est la métacognition, du coup. Oui. Observer, avoir la connaissance de sa connaissance et de son fonctionnement cognitif. Se placer en observateur de ce fonctionnement cognitif. Ouais. Trop bien. J'ai hâte d'écrire cette question sur une carte et que les gens puissent se la poser. Elle est un peu longue, la rédiger comme ça, mais tu vas trouver une façon. Je vais reformuler d'une manière ou d'une autre, mais en gros, ce que j'entends, c'est observer, est-ce que j'ai des fluctuations dans mes capacités cognitives? Et si oui, qu'est-ce qui influence cette fluctuation? Exactement. Super. S'il y a des gens qui veulent te répondre, Camille, discuter avec toi, suivre ton travail, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver dans le monde? J'y vais pas souvent, mais si, je reçois les notifications et quand les gens m'écrivent, je réponds. Sur LinkedIn et Instagram. Okay. Et voilà. Et sinon, j'ai mon site internet, camilleallen.com. Je mettrai les liens de toute façon. Et puis à mon adresse mail, par mail ou Insta ou LinkedIn. Trop bien. Voilà. Merci pour cette chouette conversation, c'était trop bien. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir.